Salut tout le monde, c'est Justice et je vous présente ici en une quinzaine de minutes un focus héros sur Teja de la faction Muna. Teja, elle a un pouvoir qui est très appréciable, c'est que le premier personnage qu'on va jouer lors de notre après-midi va pouvoir être boosté. Donc on va pouvoir jouer un petit peu autour des ancrages puisque du coup le boost sera rentable sur plusieurs tours. Et l'objectif de cette vidéo, c'est de voir un petit peu les différentes cartes qu'on va pouvoir mettre dans un deck autour de Teja et de son pouvoir, en combien d'exemplaires, si on les met plutôt en commune ou en rare, et de voir un petit peu les effets d'unique qui peuvent être intéressantes. Dans ce tableau, donc, je vais présenter sur une première ligne les cartes qui me semblent plus intéressantes dans leur version commune pour ce héros. Dans une seconde ligne, les cartes que je vois plutôt mettre dans leur version rare. Donc, on va commencer avec le vendangeur du fuseau, la petite carte qui paye pas de mine avec son coût de 1 et sa stat unique en forêt à 1. Là où elle est intéressante chez Teja, c'est que du coup, avec le boost, ça nous fait un 2-1-1 qui vient surpasser la plupart des personnages que l'adversaire va mettre pour un coup de 1. Ça va surpasser également les jetons recrues hors 10 par exemple. Et donc c'est assez appréciable comme ça oblige l'adversaire soit à perdre l'expédition, soit à aller mettre quand même pas mal de ressources de ce côté. En plus de ça, ça va gagner en cré, donc ça laisse aussi sur le tour suivant les 2-1-1. Donc ce sera très intéressant contre pas mal d'adversaires. Plutôt dans la version commune avec Teja, c'est suffisant. On n'a pas forcément besoin d'aller chercher la version rare. En plus de ça, on va être quand même pas mal limité sur les rares. On va voir qu'on a beaucoup de rares qui peuvent être intéressantes à mettre dans le deck. Et donc, notamment, c'est pas le vendangeur qui va être le plus intéressant avec ce héros. Ensuite, on a le champignon éternueur qu'on pourrait mettre aussi en commune. Là où je trouve la rare très intéressante, c'est que du coup à midi elle va gagner un boost et que on a avec déjà du coup de par son effet envie de beaucoup ancrer. Donc si on met beaucoup d'effets d'ancrage, on aime ancrer des cartes telles que le champignon éternueur, puisque du coup tous les midis il va gagner un boost. Donc c'est une carte qu'on va aimer ancrer plusieurs fois, plusieurs jours. Une carte qu'on peut mettre comme le vendangeur du fuseau en 3 exemplaires, hein, si on veut orienter son deck un petit peu comme ça marchera très bien, ça coûte pas très cher, il faudra juste être un petit peu prudent au niveau de la pioche notamment. Si on met trop de cartes à faible coût, il va falloir qu'on trouve des possibilités quand même de ravitaillement ou de pioche. C'est pas ce que j'ai prévu vraiment dans cette vidéo, mais du coup il faudra faire attention à ça et équilibrer en fonction. Dans le même type de stratégie, on a du coup Drakaena qui nous permet pour un coup de 3 de mettre avec l'effet de Teja une 1 de 2 et dans sa version rare, elle va gagner 2 boosts. Version commune, elle gagnera qu'un boost, elle commencera un petit peu mieux. Là où la Drakaena rare sera intéressante, c'est tout comme le champignon éternueur rare, si on l'ancre plusieurs fois, puisque du coup elle va avoir un effet à midi qui va se déclencher qui sera intéressant et elle sera vraiment très rentable si on arrive à la faire tenir plusieurs tours. Dans le même esprit, l'aloe vera, elle ne va pas du coup gagner des boosts à midi, mais elle va ravitailler. Donc plutôt également dans une version rare, tout simplement parce qu'elle peut s'ancrer elle-même. On la paye un de plus, mais elle peut s'ancrer. On n'oublie pas qu'avec le boost de Teja, ça nous fait quand même plus 1 sur 2 tours du coup avec l'ancrage. Et le ravitaillement, on a dit que on va en avoir besoin. Donc ça, c'est quand même une des cartes essentielles à tout deck Teja, une carte à avoir absolument en 3 exemplaires. La soigneuse Mona va être intéressante, on la retrouvera aussi généralement en 3 exemplaires, tout simplement parce qu'elle a un coût de 1, donc ça permet de venir compléter, de mettre pour 1 de mana une présence sur une expédition pour venir la réclamer, et sur le tour d'après, on va utiliser son effet de soutien du coup pour ancrer voilà, un champignon éternueur, une Dracaena ou une aloe vera par exemple. Le Kodama peut être intéressant, on le verra pas forcément dans les decks, mais si on a déjà pas mal de créatures qui sont ancrées, qu'on veut faire attention à pas avoir trop de choses qui viennent en réserve sur notre tour, on peut venir endormir un Kodama, préparer le tour d'après. Dans sa version rare, il serait intéressant, là encore, pour venir ancrer des personnages. Il faut trouver la place de le mettre en rare, ce sera pas évident, mais c'est une possibilité. Le Druid Muna va avoir également cet effet de soutien qui sera intéressant. Lui, l'avantage, c'est qu'on peut le mettre dans sa version commune.
J'ai mis la version rare, pourquoi? Parce que on a vu que finalement toutes les cartes que j'ai présentées avant, bon, à part la soigneuse, mais Vendangeur, Champignon, Dracaena, Aloe Vera et Kodama, si on les joue, tout ça ce sont des plantes. Et donc si on ne joue que des plantes dans son deck déjà, on peut apprécier d'avoir un Druid Moona dans sa version rare qui va nous permettre de venir leur donner 2 boosts. Si on joue autour de l'ancrage, 2 boosts qu'on vient ancrer, ça nous fait quand même pas mal de stats de plus que l'adversaire. Dans le même esprit, si on a toujours la place de mettre des rares, on a Ogun qui peut être intéressant. Pour un coup de 2, il nous met un tout petit peu de stats et il va donner un boost à toutes les plantes. Donc ça marchera avec les decks où on a beaucoup de pioches, beaucoup de ravitaillement et on va avoir beaucoup de personnages, donc beaucoup de petites plantes. Ça marchera beaucoup moins bien si on commence à mettre des cartes qui ont des coups de 3. Le Yongsu qui sera verdoyant, il a besoin de 2 plantes pour fonctionner, donc on le mettra dans un deck voilà, où on met essentiellement les premières cartes que j'ai présentées, et il viendra nous mettre du coup 5-5-5 pour un coup de 3, ce sera très intéressant, et vu qu'il a un coup de mana de 3 depuis la main, c'est une carte qu'on peut aussi ancrer, donc c'est une carte qu'on peut mettre en complément. Je le mettrai pas forcément 3 exemplaires puisque elle va être un peu inutile si j'ai pas mes plantes. Du coup, je la limiterai peut-être à 2 exemplaires et seulement dans les decks où, à part les quelques synergies autour des plantes, je n'ai mis que des plantes. La Vertéchine peut avoir son sens dans la version rare parce que elle ne coûte que 3 depuis la main. La version commune, je pense qu'elle est pas trop jouable, mais la version rare, là encore, si on joue beaucoup de plantes, elle-même étant une plante, si je viens lui faire perdre son défenseur, ça me fait quand même 4-4-5 sur le terrain que je peux ancrer, donc ça peut être très intéressant, sachant que derrière, je peux aussi rajouter un Yongsu efficacement même le tour d'après en rajoutant juste une autre plante comme un vendangeur du fuseau à 1 par exemple. Sur un deck plante, évidemment la prairie prolifique qui va être notre permanent essentiel en 3 exemplaires. Ça nous permettra du coup de jouer systématiquement un de moins à chaque journée, du coup si on joue pas mal de plantes, et donc ce sera très efficace. C'est absolument nécessaire et aussi important à jouer le plus tôt de la partie. Et c'est très intéressant puisqu'on peut le jouer dès le premier tour, puisque du coup ça ne coûte que 2 et ça nous réduit notre plante de 1, ce qui veut dire qu'on peut même jouer un champignon éternueur le même tour, venir l'ancrer, venir lui prendre son boost et faire un début de partie très honorable. Dans les cartes qui ne coûtent que 3 de la main, qui sont ancrables et qui ont ce mot-clé plante, on a la fille d'Yggdrasil qui va être très intéressante à ancrer puisqu'elle a des statistiques qui sont absolument phénoménales, hein, 5-5-3. Donc ça vient bloquer l'adversaire, ça vient prendre l'avantage, ça nous assure finalement de prendre l'expédition quasiment où on va mettre cette fille d'Yggdrasil. Le gros inconvénient qu'elle a, c'est qu'elle va faire piocher l'adversaire. C'est pour ça que je la verrai plutôt dans un deck déjà dans la version rare pour pouvoir aussi profiter de l'effet rare qui change et qui nous dit que nous aussi on peut piocher. Puisque faire juste piocher l'adversaire, la version commune, on va plutôt la préférer dans un deck où on va venir ravitailler la carte. On aimera la jouer que de la réserve. Si on veut la jouer de la main, il vaut mieux la mettre dans une version rare dans son deck. À voir en fonction de ce qu'on veut faire. Elle ne va pas nécessairement être jouée en 3 exemplaires, mais je pense qu'on peut la mettre en 2 exemplaires assez facilement. Si on ne veut pas forcément tourner autour des plantes et des personnages qui ont des coups de 3 avec des effets de soutien qui vont venir les ancrer, le deck déjà peut très bien marcher avec le Pignon Pugnace notamment, qui quand on va le jouer va nous coûter 4 dans sa version rare, encore une fois, et nous mettre des statistiques à 4-4-4. Il va venir ancrer, donc ça nous fait 4-4-4 sur 2 tours. C'est quand même très intéressant. Et derrière, si on le joue en 3 exemplaires et qu'on joue de la Parvati en 3 exemplaires, ça nous permet quand même de venir le réancrer systématiquement et d'avoir une grosse présence pour mettre la pression à l'adversaire. Ça coûte un peu cher, donc il faudra compenser avec des cartes du coup un peu moins chères. Mais le pignon pugnace est une plante, donc ça marchera aussi avec la prairie prolifique.
et ça pourrait quand même nous permettre de mettre pas mal d'autres cartes pendant notre tour. Sur un deck du coup où on ancre pas mal, l'entraînement physique sera intéressant puisqu'il va nous donner 3 boosts à un personnage pour seulement un coût de 2 et ça reste une carte jouable depuis la réserve du coup pour un coût de 3. C'est une transfuge donc on n'a pas le choix de la mettre en rare. On n'est pas obligé de le mettre en beaucoup d'exemplaires, ça peut être un petit support en un exemplaire si on le souhaite. Je déconseillerais de le mettre en 3 exemplaires puisque si on a juste ce sort et qu'on n'a pas de créature à booster, on est un peu perdu, mais ça peut rentrer en 2 exemplaires si on le souhaite, même si c'est absolument pas nécessaire. Et pourquoi c'est pas forcément nécessaire? C'est parce que on a la grosse faiblesse de la faction Mona, qui est que on a forcément envie de détruire des créatures qui sont ancrées. Une créature qui est ancrée, c'est forte sur 2 tours, donc ça appelle forcément l'adversaire à venir le défausser, à venir gérer nos personnages. Donc plus on va mettre de ressources sur une carte, plus on risque finalement de perdre la partie si l'adversaire arrive à nous défausser cette carte-là. C'est pour ça que d'ailleurs la faction a prévu le Bastion Muna pour venir nous protéger un petit peu. Le Bastion Muna va donner Corias 2, donc ça va venir demander 2 mana de plus à l'adversaire pour venir contrôler notre deck et gérer, donc venir défausser, renvoyer en main, renvoyer en réserve les cartes du coup qui auront ce Corias 2. Je pense que si on joue un deck avec des personnages assez chers qu'on va venir ancrer, on a absolument besoin du Bastion pour les protéger. Si on joue beaucoup de petits personnages qui viennent s'ancrer et un petit peu embêter l'adversaire, ça peut être aussi intéressant, mais on va moins être pénalisé si notre adversaire vient nous défausser ces cartes-là, puisqu'on aura finalement perdu un peu moins de ressources. Hydra Kaena, qui est une des meilleures cartes du set actuel chez Mona, elle coûte 7, donc elle va être un peu tardive à mettre en place. Elle va venir du coup avec ses 4 boosts. Du coup, si on rajoute le boost de Mona, ça fera une 5-5-5 qui nous aura coûté 7. Et elle aura Corias 1, puisque la Corias X, X étant le nombre de plantes, Hydra Kaena est une plante. Du coup, ça compte pour 1, donc on aura Corias 1. Si on a une ou deux plantes en plus, on aura Corias 2, Corias 3. Si on a le Bastion, on aura encore plus, et donc ça empêchera l'adversaire de venir nous la défausser. Et sachant que du coup c'est une carte qui a éternel, c'est d'ailleurs la seule carte du set qui a éternel, la seule possibilité pour elle de venir de quitter son expédition, c'est de se faire défausser par l'adversaire. Donc ça oblige l'adversaire à utiliser des ressources pour l'enlever, et donc c'est pour ça qu'elle est très intéressante dans sa version rare, puisque du coup avec Corias, ça va lui demander finalement d'épuiser logiquement tout son tour pour pouvoir la gérer, alors que nous finalement, au pire, on a juste perdu notre tour aussi pour la mettre. Et si l'adversaire n'arrive pas à la gérer, eh ben, on est plutôt en très bonne position, puisque le tour d'après, ça va reprendre 4 boosts, et donc on prendra très logiquement l'expédition sur laquelle elle est. L'intérêt de jouer Hydra Kaena, c'est de vouloir la jouer le plus tôt possible, et donc on va vouloir mettre relativement tôt des cartes dans notre mana pour pouvoir la jouer 1 ou 2 tours plus tôt. Si on la joue plus tôt, l'adversaire aura d'autant plus de mal à venir la gérer, et donc on prendra l'avantage à ce moment-là de la partie. Le petit Djinn donc est une carte essentielle si on joue les Dracana à mettre en 3 exemplaires, puisque avec le boost de Teja, ça nous permet de la jouer pour 2, de venir mettre 1, 4, 1 sur le terrain, et du coup à la fin du tour, on l'envoie directement en mana, donc on commence le tour d'après avec un mana supplémentaire. La petite faiblesse, c'est que forcément, vu qu'elle va pas retourner en réserve et être rejouée, on va perdre nos cartes relativement vite, et du coup, il va falloir être suffisamment agressif et gagner la partie suffisamment tôt, ou avoir des possibilités de pioche en complément. De la même façon, canalisation de mana nous permettra de prendre peut-être un petit peu de retard sur le début de la partie, mais si c'est pour mettre un Hydra Kaena qui sera difficilement
défaussable par l'adversaire, ça peut valoir le coup. Donc on peut mettre ça, on peut orienter notre deck, pourquoi pas, avec quelques canalisations de mana. Au niveau des sorts qui seront intéressantes pour la faction, on a tout d'abord Abreuvé, qui nous permettra en fin de tour, finalement pour 3 de mana, de jouer 2 fois, puisque le sort n'est pas fugace, et de venir du coup donner un total de 4 boosts supplémentaires qu'on va pouvoir un petit peu répartir, notamment si on a pas mal de personnages. L'entraînement à la méditation sera aussi intéressant. Alors l'abreuvé, on n'est pas obligé de le mettre en 3 exemplaires, hein, on peut le mettre en 1 ou 2 exemplaires en complément, en support. L'entraînement à la méditation, lui, si on joue un deck où on a envie d'ancrer, si on a énormément de personnages, même j'ai envie de dire quasiment intégralement des personnages avec un coup de main de 3 ou moins, on va aimer les ancrer et donc on peut aller mettre ce sort en 3 exemplaires. Il est très bien dans sa version commune, il coûte 2 à jouer depuis la main, il coûtera 3 pour venir ancrer de la réserve. Là encore, on met des ressources pour venir ancrer nos personnages, donc on est quand même sujet à la défausse adverse, donc ce sera très difficile contre des adversaires qui vont jouer beaucoup de contrôle. Le sommeil réparateur sera intéressant dans tous les decks si on le garde pour la fin de partie, pour le dernier tour. Le dernier tour, c'est très simple, il suffit d'attendre d'avoir finalement plus que 1 de mana pour jouer le sommeil réparateur, endormir un personnage de l'adversaire et du coup il va perdre ses statistiques. On pourra potentiellement venir prendre la victoire ce tour-là en empêchant notre adversaire d'avancer et en avançant à sa place. Ce sera très difficile à jouer en cours de partie puisque du coup l'avantage du dernier tour, c'est que lorsqu'il va se réveiller le tour d'après, il aura déjà perdu. Alors que si on est en cours de partie, du coup, même si on prend de l'avance sur un tour et qu'on le perd le tour d'après, ça n'a aucun intérêt. Et en plus de ça, du coup, elle sera injouable depuis la réserve pour un coût de 3. Au niveau des gestions, on a 2 cartes qui sont intéressantes. Le Cocon d'étoffe qui nous vient de chez Lyra, qui va nous permettre de défausser un personnage qui a un état fugace ancré ou endormi. Donc ce sera très pertinent contre les decks Warou, puisque ça pourra enlever les personnages, notamment les Robins des Bois, qui seraient endormis. Et c'est aussi efficace du coup pour défausser un permanent. Donc ce sera efficace contre des ruches de Scarabot, contre des monolithes, contre des grands projets, ou même contre des havres. La moisson de mana, elle également, sera intéressante. On peut gérer absolument tout ce qu'on veut pour le même coût. Par contre, ça nous coûte quelque chose en plus. Ça va nous coûter du coup de mettre dans le mana. Donc si on gère un personnage ou un permanent adverse, on va augmenter la mana de l'adversaire de 1. Donc si on le fait en cours de partie, on se tire une balle dans le pied, j'ai envie de dire, puisqu'on renforce les tours adverses de l'adversaire. Ça peut être intéressant pour vraiment enlever une créature qui serait ancrée ou même on parlait du Robin des Bois qui est endormi, qui sont vraiment des cancers, puisque ça va revenir, ça va nous embêter sur plusieurs tours. Donc là, vu qu'on le met directement hors du jeu, ça reviendra pas, donc ce sera assez pénalisant et ça peut valoir le coup. Sinon, là où la carte est intéressante, c'est évidemment en fin de partie, idéalement même sur un dernier tour, où on vient défausser n'importe qui. Donc on peut enlever des personnages qui sont gigantesques ou éternels comme les Dracaena pour seulement un coup de 3. Et finalement, si on est sur l'un des derniers tours, on va donner peu d'avantages à l'adversaire avec son mana supplémentaire, voire aucun avantage si on le fait sur le dernier tour et qu'on prend la victoire ce tour-là. Voilà, j'espère que j'ai été assez clair dans mes petites présentations de cartes. Au niveau des uniques qu'on peut aimer vouloir jouer avec un deck déjà, ce qui va très bien marcher, ce sont évidemment les uniques qui vont nous permettre d'ancrer ou à la rigueur de réactiver des effets flèches, de pouvoir réancrer nos personnages. Tout ce qui va bénéficier en déclenchement des effets flèches seront très intéressants, hein. Toutes les uniques qui vont nous dire dès qu'un personnage gagne un boost, faites ceci, donc notamment ancrer un personnage, ça va être très intéressant. Et tout ce qui va potentiellement donner des boosts ou de manière générale ancrer sera forcément intéressante dans ce type de deck.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez en savoir plus sur d'autres héros ou un peu plus sur la synergie qu'on a entre les cartes, il y a d'autres vidéos similaires sur la chaîne. Je vous invite à aller les voir. En attendant, je vous souhaite une bonne partie, de bonnes parties même, un très bon jeu à vous, et je vous dis à la prochaine.